entendre maintenant Philippe Cheng, qui est directeur des affaires publiques au laboratoire Sanofi, Sanofi France, hein, c'est ça comme ça qu'on dit, non? Sanofi, oui. Et qui donc est directeur des affaires publiques, à qui on va demander de nous livrer l'opinion d'un acteur parmi d'autres, mais d'un acteur majeur quand même, dans cette émergence, dans cette gestation plus ou moins avancée des parcours de soins. Je veux dire, comment vous regardez ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a une place particulière pour vous? Est-ce que vous pouvez préciser votre appréciation de la chose? Enfin, je veux dire, voilà, est-ce que c'est un mouvement qui vous va, que vous avez envie d'accompagner ou qui vous indiffère? Vous avez le droit aussi à ça. Merci Jean-Paul. Je vais peut-être commencer, puisque le sujet de la table ronde est européen, par vous emmener de l'Europe jusqu'au territoire. On va faire un court voyage ensemble et rebondir sur la présentation de Madame de la Mata pour souligner, l'année dernière, vous vous souvenez que je vous avais parlé un peu d'innovation ouverte et de la nécessité de décloisonner. Je suis désolé, je vais beaucoup utiliser ce terme, mais qui a été utilisé tout à l'heure pour le projet ou le réseau Diabex, qui est critique sur le sujet dont on veut parler. La Commission a eu une initiative que vous connaissez extrêmement intéressante et lourde d'ailleurs financièrement, puisque elle a voulu consacrer un budget de l'ordre de 3,5 milliards à ce qu'on appelle IMI, Initiative Medicine Initiative, c'est-à-dire mettre ensemble un certain nombre d'acteurs pour essayer d'accélérer l'innovation et de trouver de nouveaux traitements efficaces et bien tolérés. C'est un effort financier important dans lequel les industriels volontaires s'engagent. Je crois que les résultats sont là puisque la Commission a décidé de repartir pour une deuxième partie de programme, puisque le IMI s'est terminé en 2014. Il va y avoir un IMI 2 qui va à nouveau faire en sorte qu'en Europe, il puisse y avoir des programmes publics-privés dans la recherche, l'innovation, au service de la santé des patients et des citoyens européens. Je pense que c'est une initiative qu'il faut absolument saluer. Vous avez parlé aussi, Madame de la Mata, rapidement, parce que c'était à la fin de votre présentation, de Health Technology Assessment. On est encore loin d'une unification et d'une harmonisation. Vous savez que, alors je vais vous donner des acronymes épouvantables. En Allemagne, ça s'appelle IQWiG. En Angleterre, ça s'appelle NICE, mais c'est pas so nice que ça. C'est National Institute for Clinical Excellence, qui ont plutôt tendance à dire non à tout, c'est-à-dire qu'ils ont un seuil de cost per qualis, c'est-à-dire, alors c'est très très organisé, structuré, arithmétique ou mathématique, c'est-à-dire que si vous dépassez un seuil préfixé, NICE dit ça ne peut pas rentrer dans le NHS parce qu'on ne peut pas se permettre ça, y compris pour des nouveaux produits en cancérologie. Alors je ne sais pas si les patients qui n'ont pas accès terminent chez Monsieur Graal en traversant la Manche, mais c'est quand même un problème. C'est-à-dire ça crée des disparités énormes. Alors pour pallier à ça, le NHS a créé un fonds spécial d'accès aux médicaments anticancéreux innovants, mais c'est un peu une solution palliative à l'accès aux produits innovants. Donc ça, on suit de très près la possibilité de faire converger, tout en gardant bien sûr la souveraineté des États pour les décisions de remboursement et de prix, sur la deuxième partie de l'évaluation, au-delà de l'agence du médicament qui fait efficacité, sécurité d'emploi et qualité des produits, sur la partie donc de valeur ajoutée médicale et d'efficience, puisque la notion d'efficience est de plus en plus importante. Vous savez que donc, pour la partie française, ça se passe à la Haute Autorité de Santé, qu'il y a maintenant 2 commissions qui jugent de l'intérêt des nouveaux produits. La commission de transparence qui est établie depuis de nombreuses années et qui juge du service médical rendu et de l'amélioration du service médical rendu. Et maintenant, il y a une CEESP qui, en parallèle, rend un avis sur l'efficience médico-économique d'une nouvelle approche thérapeutique. Alors c'est une commission, vous pourriez aussi en faire partie, parce qu'il y a des sociologues, des économistes, heureusement des médecins, je vous rassure, mais qui ont un regard un peu différent du regard habituel.
Voilà, donc sur l'aspect européen, il y a de belles initiatives, il y a encore des disparités, beaucoup de disparités dans l'accès aux produits innovants dans les différents pays, que ce soit en termes de timing, hein, il y a parfois 1 ou 2 ans d'écart entre l'arrivée de nouveaux produits d'un pays à un autre. Et puis, et aussi en termes éventuellement de prix. On a été vite, mais la Commission européenne aussi émis des directives sur la sécurité, et en particulier de lutte contre la contrefaçon des produits de santé en général, qui est un fléau qui touche beaucoup de pays, moyennement les pays européens, mais sur lequel la plus grande vigilance s'impose. Alors, bon, si vous voulez bien m'accompagner maintenant, sauter de l'Europe, de l'échelon européen, de l'échelon national à l'échelon des territoires, je crois qu'il y a un élément fédérateur, c'est le poids absolument critique de la prise en charge des maladies chroniques, du vieillissement bien sûr, mais des maladies chroniques. Bon, les maladies chroniques sont définies par l'OMS comme étant essentiellement le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'ensemble de toutes les maladies respiratoires. Et le cancer est maintenant dans l'ensemble également, ça devient une maladie qui est considérée par les autorités de santé internationales comme une maladie à prise en charge chronique. Donc on a eu l'ambition de lancer des appels à projets qui sont intitulés Maladies chroniques et territoires, avec beaucoup d'initiatives dans le diabète. Alors là, il ne s'agit pas de plaquer un grand projet national et d'essayer de le mettre en place dans les territoires, mais plutôt de partir des réalités régionales, qu'elles soient celles qu'on retrouve dans les plans régionaux et dans les priorités de santé des ARS, ou dans certaines données épidémiologiques, ou émises par les professionnels de santé, ou par les CI2S régionaux, et ensuite de décloisonner et de fédérer les différents acteurs autour d'initiatives très locales. Alors, on a décidé avec Paul Garassus de ne pas vous inonder de slides, donc en sortant, je vous invite à aller voir, on a un petit stand avec beaucoup de documents que vous pouvez consulter et surtout emporter. Et puis j'ai un certain nombre de mes collaborateurs qui seront là pour discuter avec vous de ce qui a pu être mis en place. Je voulais vous donner 2 exemples très très concrets. Alors il y en a un qui a été mis en place ici avec une participation importante du centre hospitalier de Saint-Nazaire et des territoires de santé environnants autour du diabète dans la région, avec donc un focus sur les complications et certaines complications du diabète. Alors c'est un projet qui s'est déroulé à 3 niveaux, en 3 étapes. Premièrement avec l'Observatoire régional de la santé et le centre hospitalier de Saint-Nazaire pour vraiment aboutir à des données. Alors ça a été publié sous la forme d'un document extrêmement dense avec beaucoup d'informations, les données d'incidence de prévalence du diabète à Saint-Nazaire et dans les territoires de santé environnants, en comparaison avec l'ensemble de la région des Pays de Loire et en comparaison avec l'échelon national. C'est intéressant, ça va jusqu'à donc le nombre d'hospitalisations, le nombre d'amputations. Et par exemple, on a pu voir que là, au centre hospitalier de Saint-Nazaire, dans cette étude, par an, il y avait une centaine d'hospitalisations pour des complications au niveau des membres inférieurs qui aboutaient chaque année à 50 amputations du membre inférieur. Tout ça, c'est des données qui n'existaient pas. Nous, on est là pour faire en sorte que les différents acteurs qui peuvent avoir accès à ces données les mettent en commun. On parlait des big data et de l'accès aux données de santé. Plus on pourra rassembler des données pertinentes pour l'information des différents acteurs, mieux ça sera. Et puis après, il y a eu 2 étapes importantes et critiques, des réunions avec les professionnels de santé autour de la prise en charge et de la prévention des complications du pied chez les diabétiques. Il y a à peu près 190 professionnels de santé qui ont participé à plus de 3 réunions.
et une grande réunion ouverte aux patients à l'occasion de la journée mondiale du diabète. Voilà un exemple de choses très concrètes, très pragmatiques, qui sont faites en coordination avec l'ensemble des acteurs de la région. Puis pour vous donner un exemple dans une autre région, je suis désolé messieurs, ce n'est pas dans vos régions respectives, en Rhône-Alpes, à Saint-Étienne, qui est une ville assez difficile sur le plan du diabète. Les estimations épidémiologiques disent qu'il y a à peu près 8000 diabétiques dans la ville elle-même de Saint-Étienne, dont environ 1 millier qui ne sont pas pris en charge de façon satisfaisante par les médecins ou par des paramédicaux. Et donc là aussi, il y a eu un travail de décloisonnement, de mise en commun d'informations qui est encore en cours. Hein. Il y a des réunions par quartier. Je suis désolé, je connais moins bien les noms des quartiers de Saint-Étienne que ceux des territoires de santé autour de Saint-Nazaire. Mais donc des réunions de quartier avec les professionnels de santé, d'échanges avec les patients. Et là, on est beaucoup plus en amont sur la détection et la prise en charge de ces patients. Et puis pour conclure, rapidement, je vous avais présenté l'année dernière une plateforme de prise en charge intégrée du diabète qu'on développe, qui s'appelle Diabéo, qui marche sur tout type de smartphone, qu'on a dans des études cliniques, on a pu démontrer que ça permettait de diminuer de façon très significative le taux d'hémoglobine A1C glycosylé chez des diabétiques de type 1 et de type 2. Et on est en train de faire une étude qui s'appelle Télésage dans 12 régions françaises en vie réelle. Là, c'est plus une étude clinique type laboratoire. Là, c'est vraiment dans la vie réelle. Pour montrer que c'est une mode de prise en charge qui est efficient. Donc on compare 3 stratégies thérapeutiques, une prise en charge habituelle, une prise en charge avec le système Diabéo et une prise en charge renforcée avec des infirmières, alors je ne sais pas si elles sont praticiennes spécialisées comme au Québec, en tout cas qui sont spécialement formées à ce suivi. Vous voyez que c'est une étude lourde. Alors c'est très lourd administrativement, on défriche des territoires un peu inconnus. Claude Evin et Jean-Luc Rousseau plaisantaient l'année dernière parce que il s'était livré à une partie de ping-pong pour l'autorisation de la mise en œuvre, puisqu'il y a de la délégation de tâches, donc c'est un petit peu compliqué. Une fois qu'on a réussi à passer ce cap-là, après, bien sûr, il faut qu'il y ait des autorisations sous forme d'arrêtés dans les régions où se déroule cette étude. Mais sur 12 régions qui sont prévues, il y en a 11 déjà où les ARS ont donné une autorisation. Donc vous voyez que là, on se dirige vers des études très très différentes qui se déroulent sur le terrain avec une participation importante des médecins et des paramédicaux qui sont impliqués dans la prise en charge des maladies chroniques. Merci, M. Chang.